Tiens-toi tranquille et écoute maintenant. I'm going in. That's the year 2000. I've seen things you people wouldn't believe. Bonsoir et bienvenue au deuxième épisode de Betamax Break Room, le podcast de critique et d'analyse cinématographique. Moi c'est Xavier et toujours à mes côtés, Basile. Alors pour notre deuxième épisode, nous allons parler de deux films de science-fiction avec un petit twist de cyberpunk. Notre premier film sera Strange Days de 1995. Notre deuxième film de la soirée sera Vidéodrome. Alors commençons à parler de Strange Days de Catherine Bigelow. Alors le synopsis du film. Nous sommes situés dans l'an 1999, quelques jours avant l'an 2000. Et le film raconte l'histoire de Lenny Nero, un ex-flic qui traite désormais des conteneurs de disques de données contenant des souvenirs et des émotions enregistrées. Un jour, il reçoit un disque qui contient les souvenirs d'un assassinat. Lenny enquête et est tiré de plus en plus profondément dans un tourbillon de chantage et de viol. Pourra-t-il survivre et résoudre l'affaire ? Alors, Strange Days, avec dans le rôle principal Ralph Fiennes, qui joue le personnage de, donc comme on a vu, Lenny Nero. Alors Drago, pour commencer, j'aimerais qu'on discute un petit peu de l'atmosphère de ce film, un peu dans l'univers où il se trouve. Et oui, parce que c'est effectivement l'orée de l'an 2000, mais ce n'est pas vraiment l'an 2000 tel qu'on l'a connu en réalité, évidemment. C'est très proche de la réalité, mais en même temps, il y a bien entendu une ambiance assez particulière que la réalisatrice a voulu montrer. Donc voilà, c'est là qu'entre en jeu ce fameux côté cyberpunk qui apporte un plus et qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être quand même dans un monde qui n'est pas tant que ça le monde qu'on connaît. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, on sent une énorme inspiration. On a l'impression de voir carrément des histoires de l'écrivain de William Gibson ou Neil Stephenson, en fait, tous ces écrivains de cyberpunk, science-fiction, qui se développent un petit peu dans ce film. On a beaucoup de séquences avec des points de vue subjectifs, via des systèmes d'enregistrement neuronal cybernétique. On a beaucoup de choses, en fait, qui nous met dans cette ambiance, dans cet univers, mais l'ambiance générale du film, la technologie autour de l'univers, laisse, on va dire, le lieu est très contemporain, très très proche. Donc on a un petit mélange de SF, de cyberpunk, mais on reste quand même très concret sur l'univers où on est très proche du nôtre. Et disons-le que c'est quand même plus cyber que punk, résolument. Tout à fait, ouais, c'est beaucoup plus cyber que punk, en effet. Alors à savoir que le scénariste du film n'est autre que James Cameron. James Cameron qui nous montre bien sa passion et son amour pour les histoires de science-fiction néo-futuriste. Et là fait vraiment un énorme appui, une très très grosse touche donc sur l'univers un peu cyberpunk. Mais comme tu disais Drago, on sent vraiment plus une inspiration cyber que punk. Malgré cela, moi je trouve qu'il y a quand même, via le décor, l'univers du film, on viendra en parler un peu plus tard, mais on sent qu'on est un peu dans une ville, ça se passe à Los Angeles, mais le décor, l'univers est vraiment quand même au bord de la rupture sociale. On voit énormément de flics en armure blindée qui se baladent dans les rues, des tanks avec des checkpoints, des malfrats qui cassent des fenêtres, qui piquent des télés. On est un peu comme on voit dans Robocop avec l'univers de Détroit un peu bousillé dans tous les sens. Voilà, alors là finalement c'est le côté science-fiction anticipation où on met en relation la fin de millénaire, qui pourrait être aussi la fin du monde finalement, avec l'exaspération de la population et une sorte de bouillonnement finalement qui fait que voilà, il y a un soulèvement populaire et pendant tout le film finalement on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer, quoi. Est-ce que vraiment il va y avoir une révolte gigantesque, est-ce que tout va péter? Ça on ne le sait pas. Voilà, il y a ce suspense là jusqu'à la fin du film. Voilà, mais c'est très présent cette trame là effectivement de mouvement social. Ça c'est très clairement. Et quand je dis mouvement social, là où ça vient vraiment des classes populaires. Enfin là on montre clairement que c'est plutôt des populations des ghettos qui sortent dans la rue et qui ont des confrontations avec la police. Voilà, là il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et je pense que c'est là que tu voulais ajouter quelle était l'inspiration justement de ces moments sociaux dont il est question dans le film.
En fait, le film ouvre carrément sur une séquence de braquage, un braquage avec une petite pincée de cybernétique. Tout est filmé en vue subjective, où on voit carrément au début donc l'homme qu'on est censé incarner, qui active un sorte de cyberdisque dur dans une voiture, et se prépare justement, s'apprête donc à braquer il me semble que c'est un restaurant chinois. Oui, c'est ça. Quand j'ai vu cette séquence, moi ça me faisait énormément penser à certains chapitres qu'on retrouve dans Neuromancien, qui est écrit par un très grand écrivain de cyberpunk. Je dirais même le fondateur même du mouvement cyberpunk dans la littérature, William Gibson. Et on retrouve aussi un peu ces petites touches, des petits détails, des petites choses comme dans les romans de Neil Stephenson aussi. Il y a un sorte de traitement assez important où James Cameron s'est énormément inspiré de certaines choses, certains détails de l'univers cyberpunk qui viennent s'intégrer dans l'histoire. Moi, ce qui me choque un petit peu quand j'y pense là maintenant, c'est... Donc le film, en fait, on peut en parler un peu, c'est le Squid. Donc c'est un appareil qui enregistre ce que les porteurs voient, en transportant avec lui un disque dur, une sorte de VHS externe, un mini-disque externe, qui capte et enregistre non seulement visuellement ce qu'il voit, mais aussi on nous explique les émotions. Et tout cela est utilisé dans des séquences avec beaucoup de mots et de termes qu'on retrouve dans des jeux de rôle comme Shadowrunner, et donc, comme je disais, comme dans des livres de cyberpunk, comme Jacking In, utiliser des decks, se faire geeker. Geeker dans l'univers de cyberpunk, c'est de se faire buter. Oui, donc il y a vraiment des codes propres à la littérature science-fiction. C'est ça, il y a comme, tu vois, des petits indices qui sont balancés par-ci par-là pour les amateurs, les fans, les aficionados un peu de l'univers cyberpunk. C'est ça. On nous explique même l'histoire de cette technologie, donc du Squid. Même le Squid, il me semble que c'est une abréviation d'un terme justement qui veut dire quelque chose de plus technologique, plus scientifique, comme quoi c'est un enregistreur d'émotions et visuels. Mais on nous dit même qu'en fait c'est une technologie qui a été développée par la police pour enregistrer en fait ce que voient les criminels ou ce qui se passe entre eux, c'est pour envoyer les flics en couverture. Mais ça a été exploité par le marché noir. Et c'est là où il y a tout un commerce de ces disques enregistreurs, et c'est là d'où vient notre personnage de Lenny, qui est donc un revendeur, quasiment un pseudo-réalisateur de toutes ces histoires, qui met en scène des scènes de sexe, à des braquages, à des scènes d'action, et qui récupère ou qui donc réalise et qui les vend après à plusieurs clients, que ça soit des businessmen ou des gars des bas-fonds des rues, quoi. C'est un vendeur de sensations fortes. Même lui, on est accro et on essaye même de nous faire passer cette technologie comme une sorte de drogue. Oui, parce que forcément, quand on se met dans la peau de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qu'on n'est pas, et qu'on va pouvoir ressentir finalement des choses que peut-être on n'aurait jamais osé accomplir, alors là, évidemment, c'est là que ça peut devenir une drogue, parce que on en veut encore, on va aller toujours plus loin, et c'est le film insiste aussi là-dessus, hein, c'est sur le côté recherche de l'extrême toujours plus poussé, et on voit bien que certains justement vont jusqu'à pas vraiment la mort, mais qui vont jusqu'à un blackout complet du cerveau, hein, qui à un moment donné justement est trop saturé finalement de ces images, et qu'il y a un moment donné où il débranche, quoi. Voilà. Et on a plusieurs scènes comme ça, hein, où il y a des personnages du film qui sont justement dans cette situation où leur cerveau ne peut plus engranger toutes ces images et ces sensations. Voilà. Comme en plus c'est marrant que tu dis ça, mais ça me fait penser à justement un autre livre de William Gibson qui s'appelle Mona Lisa Overdrive. Et Overdrive, voilà, comme quoi un peu trop de technologie dans le crâne finit par nous faire péter les neurones. C'est un sujet qu'on retrouve aussi dans un autre film de science-fiction, un peu plus série B, mais qui s'appelle Johnny Mnemonic. Avec Keanu Reeves. Keanu Reeves, ouais. Où on voit dans ce film justement l'utilisation aussi de la technologie cybernétique avec le corps humain. Mais bon, dans Johnny Mnemonic, il s'agit plutôt d'enregistrer des sources dans un disque dur placé dans le cerveau, où ici c'est tout le contraire, c'est d'affecter le cerveau via des émotions et via la tête de quelqu'un d'autre, dans le corps de quelqu'un d'autre. Pour continuer à parler un peu de cet univers cybernétique, je voulais qu'on parle un petit peu de la direction artistique. Je trouve qu'il y a un soin et une attention remarquable qui a été placé sur les décors, les lieux, les endroits où se passent les séquences. Le film se passe quasiment toute la nuit,
dans des quartiers vraiment peu scrupuleux. Souvent le climat est représenté, je trouve, après qu'une pluie s'est abattue. Il y a quelques mares d'eau dans les rues qui reflètent justement tous ces panneaux lumineux avec des enseignes de restaurants chinois, souvent des typos asiatiques, rouges, néons, sur le sol pour donner une sorte de perspective sur ce futur un peu en désordre. À savoir aussi, je trouve que ça joue beaucoup sur la mise en scène, c'est que ce film a aussi été tourné quasiment, je crois que c'est plus de 80% des plans ont été filmés avec un Steadicam, d'où l'utilisation de cette lumière plafonnière ou placée à des endroits stratégiques pour filmer l'ambiance. Et justement, c'est vrai que on n'est pas non plus dans un film qui est tellement sombre, malgré le fait que la plupart des scènes soient nocturnes. En fait, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans des plans toujours très sombres. Au contraire, on sent qu'il y a beaucoup de lumière partout et ça se retrouve surtout à la fin, dans la fameuse scène du réveillon final, où là, vraiment, on est en pleine rue du centre-ville, feu d'artifice, immeubles illuminés, il y a aussi, finalement, même aussi au niveau des combats entre la police et les manifestants, où voilà, il y a des torches, des choses comme ça. On n'est jamais vraiment dans l'obscurité, hein. On sent ça rejoint bien justement ce côté technologique, c'est qu'on sent bien qu'il y a de la lumière partout, mais c'est pas forcément une lumière très rassurante. Il y a quelque chose d'un petit peu froid finalement. Il y a une dominance de bleu. C'est la couleur qui est très forte. Pourquoi ? Parce que le bleu, c'est ce qui représente aussi le futur, le cyberpunk. Dans l'univers d'autres films de cyberpunk, ou un peu les codes couleurs, quand on parle de science-fiction, le bleu, c'est un peu cette couleur futuriste. Mais ce film mélange, je trouve qu'il y a un énorme impact de bleu, mais avec quelques petites couleurs qui se mélangent, comme tu disais, tu vois, un peu toutes ces couleurs fluo, du rose, du vert, du violet, de l'orange, qui viennent se mélanger dans ce bleu. Mais on n'a jamais, par exemple, pendant les scènes d'action, une dominance de rouge. On est toujours dans ce bleu. Un peu comme ce calme, même pendant les scènes de climax. C'est vrai, tout à fait. Et c'est vrai que aussi par rapport à l'utilisation voilà, c'est squid, hein, comme c'est appelé dans le film, on voit qu'il y a quand même, voilà, malgré le côté très technologique, tout ça, on voit les écrans aussi, hein. Ça c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le film. On voit beaucoup d'écrans. Et c'est évident, hein, parce que là le film traite quand même beaucoup de l'image, de la perception de chacun, donc c'est normal qu'on voit beaucoup d'écrans qui jouent un peu le rôle de miroir, parce que finalement il y a beaucoup de jeux, hein, aussi par rapport au reflet de soi-même, puisque voilà, est-ce que on est à la fois spectateur et acteur de quelque chose qu'on a un forfait qui est en train d'être accompli, ou pire, il y a même des scènes où là c'est presque un double miroir, puisque c'est une personne qui se filme en train de tuer une personne qui elle-même a aussi un enregistreur. Enfin voilà, là ça va très loin, ça peut aller très loin dans ce côté miroir de miroir. Tu sens vraiment que les mecs qui sont chargés des effets spéciaux et la réalisation là-dessus s'éclate justement à se donner ce challenge de poser des miroirs partout pendant les séquences de point de vue subjectif. Je sais qu'il y a eu des caméras qui ont été développées et créées pour ce film, spécialement pour ces séquences. Et quasiment chaque séquence, elles ont été réalisées ensemble, mais ont pris 1 an de tournage à peu près, pour en arriver là à leur côté très, très soigné, peaufiné et vraiment parfait. Je sais qu'il y en a une qui apparaît dans les 15 premières minutes du film, où c'est plutôt une séquence d'amour, où Ralph Fiennes est avec Juliette Lewis, où ils se regardent en fait dans le miroir chacun, et à savoir qu'on est en subjectif. Et le boulot de la caméra est vachement bien placé, quoi. On se rend pas compte que voilà, qu'il n'y a pas, et bien sûr on est avant toute l'époque d'aujourd'hui où on utilise After Effects. On a plus de facilité à trouver des possibilités de masquer les réflexions dans les miroirs ou les choses comme ça. Ou à l'époque, disons que pour l'époque c'était une prouesse technique. Voilà. C'est vraiment ça, et c'est un très très beau boulot qui est mis en avant là-dessus. Pour parler un petit peu plus du synopsis de l'histoire, il y a dans ce film, il y a 2 trames scénaristiques qui se développent dans ce film. On a
La première qui est sur donc Lenny qui reçoit ces disques durs qui sont des meurtres assez violents, des meurtres avec un twist, encore une fois, complètement cyberpunk, on pourrait même dire une sorte de cyberviol, qui est poussé à l'extrême. Chaque fois que Lenny regarde ces séquences où on voit en fait un tueur en série, un meurtrier qui espionne une nana, et ce qu'il fait pendant qu'il la viole, pose un squid sur sa tête pour qu'elle voit en fait son viol via les yeux de son bourreau. Toutes ces scènes de meurtre, en fait, aussi ont été traitées avec cette lumière un peu bleutée, nocturnale, et pour moi évoque parfaitement ce futur violent, sans limite, avec toutes ces possibilités technologiques. Comment pousser les choses au bout sur le Squid. On sent que ça a bien été travaillé, on sent qu'ils ont bien réfléchi à comment utiliser cette technologie dans les pires des cas. C'est un thriller, faut le dire. Ouais. C'est une enquête. Faut pas oublier d'ailleurs que le personnage principal est quand même un ancien flic. Ouais, même que le secondaire, enfin un de ses amis, est toujours flic. Et donc cette première intrigue, ça va être une enquête pour retrouver ce fameux malfaiteur qui assassine et qui en plus filme ses forfaits de la plus odieuse façon. Mais à côté de cette trame-là, il y a finalement une autre trame qui est d'ordre plus général et qui est évidemment moins présente, même si on la ressent forcément pendant tout le film. C'est ce fameux climat d'insécurité sociale, de bouillonnement général dont on parlait, avec finalement l'histoire de on pourrait dire que c'est plus ou moins un prophète. C'est un rappeur. Voilà, c'est un rappeur, mais on peut dire que c'est carrément un prophète finalement, c'est-à-dire quelqu'un qui est très écouté dans sa communauté, et donc on peut le dire une personne très influente, Et c'est après le meurtre de ce fameux personnage qu'on comprend tous les enjeux qui sont justement liés à cette personne d'influence, et finalement son assassinat est un peu ce qui met le feu aux poudres et qui pousse d'autant plus les manifestants qui déjà étaient assez remontés à multiplier finalement les confrontations avec la police, et jusqu'à se retrouver à la fin du film avec vraiment un bouquet, un feu d'artifice, c'est le cas de le dire, puisque justement le climax de fin est vraiment énergétique, très coloré, il y a des développements toutes les 3 secondes. Ce qu'on ressent vraiment, ce que la réalisatrice a voulu nous faire sentir, ça paraît clair, c'est que cette fin de millénaire a des airs de fin du monde, et qu'il y a vraiment de l'électricité dans l'air, il y a une fébrilité, c'est comme si une fièvre s'était emparée de la ville, et ça on le ressent très fortement. Alors justement, en parlant de ça, il y a à savoir, c'est que James Cameron s'est énormément inspiré des émeutes de Los Angeles de 1992. Et c'est là où je trouve qu'on le ressent vraiment, toutes ces histoires sur King qui s'est fait défoncer par tous ces flics blancs. Où ça a commencé donc à créer des émeutes dans les quartiers blacks à Los Angeles. Et là, on retrouve un peu cette même histoire donc avec ce prophète Jericho One, donc le rappeur qui se fait assassiner de sang-froid par des flics bien racistes, juste parce qu'ils en ont marre de le voir dire ces prophéties. Le film est sorti en 95 et les émeutes sont passées en 92. Et c'est là où je trouve que je dirais pas que c'est un cash-in, mais on sent quand même une inspiration d'époque qui a été écrite et insérée dans le scénario pour prendre un peu un sujet qui existe aujourd'hui. Et c'est là où je trouve que, c'est vrai que ces deux histoires se mélangent, sont très bien écrites ensemble, il n'y a pas de doute là-dessus, mais donc le sujet A ou B, comme on veut l'appeler, donc l'histoire de Jericho One, n'a pas autant de développement cyberpunk futuriste. Pendant que le sujet B du film, donc ces meurtres commis sur ces jeunes filles, via ce violeur en utilisant le squid, cette technologie cyberpunk, a justement tout ce développement futuriste. Les deux ensemble, bien sûr, se croisent, donc la technologie s'explique sur l'histoire du rappeur qui se fait abattre violemment par la police, mais sinon, à part ce lien-là, c'est là où je trouve que des fois, il y a cette ambiance un peu bizarre où je me dis, attends,
on est dans un futur où il y a seulement le squid, mais sinon tous les trucs sont identiques. Quoi. Je veux dire, les gens roulent toujours dans des voitures pneumatiques, des Mercedes. Il y a juste le squid qui est futuriste. Quoi. Quand même une grosse technologie qui peut apporter énormément de développement et de changement de vie de tous les jours. Mais c'est le seul outil. Sinon, tout est encore plutôt contemporain. Et c'est là où je trouve que les deux choses qui font Cyberpunk dans ce film, c'est le squid et le travail cinématographique, quoi, le chef-op qui a réussi à rendre cette ambiance futuriste, qui joue beaucoup. Et ben c'est ça, c'est-à-dire que c'est plus par cette ambiance, par la direction artistique, etc., qu'on ressent ce côté futuriste que par le côté finalement un peu plus superficiel du gadget, voilà, parce que ça c'est vrai que souvent on peut retrouver ça dans des films futuristes où pour montrer que ça se passe dans le futur, on va être obligé de sortir toute une batterie d'objets technologiques avec petits bruitages et petites scènes un petit peu impressionnantes avec plein d'effets spéciaux pour montrer que oui, la technologie nouvelle est présente, mais c'est pas forcément nécessaire justement. Et là c'est le film le montre tout à fait, c'est-à-dire que là il se focalise uniquement sur l'élément important qui influe sur le scénario, c'est-à-dire ce fameux squid, mais le reste finalement il n'y a pas besoin de le montrer parce que c'est suggéré. Ouais. Je pense que c'est aussi un moyen de budget. Et c'est là où on voit, comme tu dis, le film se concentre sur ce seul objet, le met bien en évidence. Le développe bien en nous montrant des personnages qui en gagnent leur vie, qui travaillent avec ça, avec le squid, mais sans ajouter d'autres choses en plus. De garder quand même le scénario sur ces deux trames qui vont se croiser. Le film dure aussi longtemps, il me semble que c'est 2h10. Il est un petit peu plus long que la moyenne. Personnellement, j'ai trouvé que ça se ressentait pas forcément et que l'histoire méritait justement d'être étalée. Complètement. Je pense que si on enlevait un quart d'heure, ça se sentirait énormément sur l'histoire. Oui. Alors, un truc intéressant aussi sur ce film, c'est que l'histoire, le scénario démarre à 50 minutes, quasiment. On a des petites installations, on peut dire que voilà, on met les pièces d'échecs en place, tout se prépare, mais ça démarre vraiment à 50 minutes, contrairement un peu à les règles d'Hollywood où c'est au clic de la 15e minute, c'est là où on a le développement du script. Mais en même temps, il faut dire qu'on démarre quand même vraiment sur les chapeaux de roue. On est exactement l'univers. Parce que ne serait-ce que cette fameuse scène de début avec la poursuite des policiers qui essayent de massacrer donc cette prostituée qui essaye d'avertir Lino, le personnage principal. Alors là, j'avoue que moi j'ai été assez bluffé en voyant cette scène de voir la sauvagerie des flics qui ont l'air vraiment mais complètement résolus à la tuer, quoi. Alors là, c'est vraiment une chasse pour tuer une proie, et c'est assez terrible, vraiment. Ils ont été écrits d'une façon où ils sont quasiment même pas humains. Ils sont, c'est la pire des saloperies des flics racistes. Ce sont des bêtes féroces. Moi, j'ai vraiment senti que c'était des bêtes féroces. Au point même où l'un des deux à la fin se suicide, justement pour ne pas partir en tôle. Oui, pour ne pas assumer les conséquences. Mais c'est vraiment. Il y a aussi quelque chose d'autre avant cela. Donc ça, c'est comme tu disais, la scène de poursuite qui démarre le scénario à 50 minutes. Mais avant ces 50 minutes, c'est l'installation et le développement de l'univers de Lenny. Et juste après donc le début du film qui commence avec ce point de vue subjectif, on enchaîne après sur une scène où on découvre Lenny. Qui, en fait, c'est lui qui vient de visualiser cette séquence d'intro. Et on a environ une quinzaine de minutes où c'est Lenny qui est en voiture, qui se balade dans la rue de Los Angeles, et qui se rend à différentes meetings d'affaires. Et on voit tout l'univers qui s'installe autour de lui. On voit Lenny qui, avec des jump cuts, décroche son téléphone, qui discute avec des futurs clients, et après la caméra se place en contre-champ, où on voit justement tout le décor, un peu l'univers, la rue de Los Angeles, où c'est des flics en armure de CRS en train de tabasser des mecs au sol, des gars en train de piller des boutiques. Il y a aussi un détail très important de cette séquence, où c'est la radio. Le DJ qui laisse des fans de la radio appeler et dire un peu ce qu'ils sont en train de penser ou qu'est-ce qu'ils ont raconté pour la fin de ce millénium. Et on a une fameuse nana qui appelle, une fanatique religieuse qui dit justement c'est la fin des temps, c'est l'apocalypse et elle nous souhaite à tous bonne chance, quoi. Donc il y a tout ça qui s'installe aussi pour nous montrer un peu cet univers chaotique. Et c'est le bienvenu finalement qu'on ait le temps
de faire connaissance avec ce personnage en même temps qu'on fait connaissance avec son univers. Ouais, c'est un parfait mélange. C'est un personnage qui est assez intéressant finalement parce qu'il est assez complexe. C'est-à-dire que d'un côté, on peut dire qu'il est pas très sympathique. Franchement, au début, on n'a pas très envie. C'est un homme d'affaires qui cherche avant tout de se faire du blé de la façon la plus rapide. C'est un roublard quand même. On sent bien. C'est un type qui fait son business avec avec des choses pas très recommandables. Donc il est pas très sympathique et on sent bien justement que c'est quelqu'un qui qui passe un petit peu entre les gouttes pour essayer de faire son choix. Il se donne cette dégaine de businessman très très riche, mais pourtant c'est quelqu'un qui vit dans un petit taudis, qui a toute une façade de près. On a même une mallette où il a je sais pas combien de fausses Rolex à l'intérieur, juste au cas où. On sent quand même que l'apparence c'est très important. Il y a ce fameux truc aussi avec ces chemises avec des motifs improbables. Ouais, avec toujours cette sélection de la cravate qui est très important pour lui, le look vraiment qui montre bien qu'il est là pour l'apparence c'est très important. C'est quelque chose on sent, mais pourtant donc là on nous donne l'impression que c'est un homme avec un ego énorme, et justement le scénario est bien écrit de cette façon où on sent que c'est plus parce que c'est un businessman, il a besoin de son argent. Et après donc il y a le personnage romantique de Lenny là, joué par Juliette Lewis. La nana l'envoie chier comme c'est pas possible dans tout le film, et on sent quand même que lui il le comprend, il sait qu'il pourra plus jamais retrouver l'amour qu'elle a pour lui. Il se met dans des galères pas possibles pour la protéger. C'est ça, on sent qu'il y a quelque chose qui l'a vraiment touché au plus profond de son âme dans sa relation avec cette petite fille, et que même si elle le rejette, lui a toujours finalement cette volonté d'agir un peu comme un ange protecteur, et qui n'arrive pas à se défaire de ce rôle-là parce que il ressent quelque chose qui est vraiment très fort pour ce personnage. Et donc évidemment c'est l'occasion de voir d'autres facettes du personnage, et on les découvrira bien entendu aussi avec son acolyte, son ami qui finalement se retrouve un petit peu embarqué dans cette galère sans vraiment l'avoir voulu. Mais il y a aussi une profonde amitié qui existe entre les deux personnages. Ouais, donc son ami qui est Angela Bassett, comme tu dis, ils ont un lien très très important, et on voit un sorte de flashback, mais on comprend pas tout à fait ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant dans ce flashback. On voit donc le personnage d'Angela Bassett qui rentre chez elle, qui s'inquiète que son fils soit tué apparemment on voit son mari avec des amis qui sont d'un gang. Et c'est-à-dire qu'elle rentre chez elle et sa maison est entourée de bagnoles de flics. Donc c'est ça, on sent qu'il y a un stress qui est présent en elle, et c'est une fois qu'elle rentre dans la chambre de son fils qu'elle voit son fils dans les bras en fait de Lenny, qui donc bien sûr donc c'est comme un flashback, c'est là où il était flic à l'époque, mais justement qui discute avec son fils, qui joue avec lui, et tout se passe super bien. Et c'est là où je trouve ça intéressant. Le film nous a pas pris par la main, tu vois, pour nous expliquer en fait c'est parce qu'il y a eu plusieurs gangs qui sont passés à côté, qui ont tiré sur sa maison, ou il y a eu un échange de crack, bref tous ces trucs classiques. On n'a pas besoin de vous le dire, ce qu'on veut juste vous faire comprendre, c'est que un moment désespéré donc du personnage d'Angela, Lenny, Ralph Fiennes était là pour son fils. Et elle a été touchée par son humanité. Ouais. Et bien sûr, ce truc-là va se révéler être le facteur très important qui clôturera la fin du film avec le grand baiser sur le panneau Bienvenue en l'an 2000. C'est ça. Bah écoute, pour finir, moi je trouve que ce film, maintenant que nous sommes en 2013, tient toujours vraiment bien la route. On a un Ralph Fiennes jeune, toujours académique dans ses rôles. On a une histoire avec deux trames qui se croisent, un sorte de 50% cyberpunk, pas tout à fait, un petit peu cet univers chaotique, ce Los Angeles complètement dégradé, avec cette violence urbaine. On peut dire que c'est à peu près très réaliste ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est ça, ça pourrait tout à fait... c'est crédible. Voilà, quand on regarde le film, on se dit, c'est crédible, ça aurait pu se passer comme ça. Bon. Juste à part le détail du squid, tout le reste de l'histoire reste très, très contemporain. Voilà, c'est ça. Et puis, comme tu disais, finalement, le film ne vieillit pas tant que ça. Et voilà, on est quand même assez porté par cette ambiance. Je pense que c'est ça qui marque pas mal quand on voit le film.
Moi, je sais que la première fois que je l'avais vu, je devais avoir 16 ans, quelque chose comme ça. C'est un de mes potes qui est venu pour passer la soirée avec moi. Il avait ramené une VHS. Il me dit tiens, regarde, j'ai loué ça s'appelle Strange Days. On se le mate. Je sais, tu connais? Il me dit ouais, je connais, tu vas adorer. Alors, il savait très bien que moi, la SF, c'est un film qui m'a complètement bluffé et j'étais vraiment à fond dans cet univers futuriste. Oui. Bah voilà, écoute, moi je trouve que c'est un film qui vaut la peine d'être vu. C'est vraiment une histoire intéressante et ça peut plaire à tous les aficionados de polar, de fans de SF et surtout des gens qui veulent un scénario, un script qui avance avec plusieurs scènes d'action sans que le budget soit que sur ces scènes d'action. Tu vois ce côté un peu cheap qu'on retrouve aujourd'hui dans le cinéma où c'est... on va en écrire tous les 15 minutes, mais bon, il y en a 2 qui vont sortir un peu plus du film. Là, je crois qu'il y en a que 2 dans le film, de toute façon, là où on est. Mais je crois bien. 2 ou 3 scènes d'action, ouais, il y en a une, c'est assez petite. Alors ouais, il y a aussi, j'oublie là maintenant que j'en parle, il y a quelques petites scènes d'action où c'est juste des bastons, mais c'est pas chorégraphié comme qu'on peut retrouver dans des films où c'est très important, comme Batman, ou ces choses-là. C'est des petites bastons ou c'est des malfrats qui viennent emmerder Lenny. Et les malfrats, je me marre à chaque fois que je vois la DA qui a été utilisée avec eux, où c'est vraiment des méchants un peu comme on trouve dans les Ken le Survivant par exemple. C'est les nanas avec des guêpières et des jartelles et des collants tout effilés, les cheveux à la Cyndi Lauper, les mecs avec le Mohawk et le Marcel avec un damier rose et vert. C'est-à-dire, il y a un rétro côté années 80. Un petit peu jeu vidéo, quoi. Mais moi j'ai l'impression de voir les méchants de Final Fight. C'est ça. Alors pour conclure, en effet, Strange Days, ce sont bien des jours bien étranges pour nos personnages dans ce film. Have you ever jacked in? Have you ever wire tripped? You ready? This is not like TV, only better. This is life. It's a piece of somebody's life. It's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit. Straight from the cerebral cortex. I mean, you're there, you're doing it, you're feeling it. Are you beginning to see the possibilities here? I am your main connection to the switchboard of souls. I'm the magic man. If it's got something to do with the wire, sooner or later it washes up on your beach. Fan mail from some flounder? It's the dark end of the street. How do you like it now? He records it all. Everything. And gives it to you. Why me? There's more to this whole thing than you think. Give us the tape right now! You don't know how high up the food chain this thing goes. Do you know what this tape could do if it got out? I see the world opening up and swallowing us all. This is conspiracy paranoia. The issue isn't whether you're paranoid, Lenny. The issue is whether you're paranoid enough. No more games. Whatever's going on, you have to get out of here now. Get him out. This tape is a lightning bolt from God. It can change things that need changing before we all go off the end of the road. It'll be an all-out war, and you know it. Well, maybe it's time for a war. Come on, man, cheer up. World's gonna end in 10 minutes anyway. Et pour notre deuxième film de la soirée, Vidéodrome de 1983, réalisé par David Cronenberg, avec James Wood, Deborah Harry et Sonja Smith. Alors Basile, ce film, c'est avant tout une science-fiction croisée cyberpunk avec un côté très très hardcore. Je dis hardcore sur son scénario, sa mise en scène et sa façon de traiter le sujet du développement du personnage principal avec la fusion des médias massifs, le développement des médias massifs des années 80.
Alors punk, moi je dirais pas trop cyberpunk, hein, honnêtement. Là, vu qu'il s'agit quand même d'un assez petit budget, je trouve pas qu'ils aient vraiment mis l'accent justement sur ce côté-là. Moi je dirais plutôt que finalement le côté effets spéciaux du film a été plus mis pour le côté surréaliste, horreur en fait. Moi je trouve que c'est plutôt par là que le film penche en fait. Alors moi je pense justement cyberpunk parce qu'on a tout ce côté du surdéveloppement du corps humain, de ce futur un peu non utopique, mais plutôt ravageur sur l'âme ou l'esprit, le corps et la chair de l'être humain, que nous met en scène le film. Surtout qu'on voit le développement de notre personnage principal, Max, joué donc par James Wood, ouais. Alors, ouais, rentrons dans le vif du sujet pendant qu'on y est, sur les effets spéciaux de ce film. À savoir, le budget du film est vraiment minuscule. Il a été réalisé pour presque 6 millions de dollars. Ce qui est quand même pas rien non plus. C'est un petit budget. C'est vraiment là, petit. On est à peu près au même budget que Terminator. C'est souvent l'exemple auquel je pense. Je crois que Terminator, c'est 8 millions de dollars. Voilà, Terminator, c'était pas vu comme un blockbuster. Il a pas été. Les studios lui ont pas donné un budget de blockbuster. Et c'est pareil pour Vidéodrome. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment des budgets très minces, très petits pour ce genre de film. Après, ils sont parfaitement bien exploités, et la preuve c'est que ces deux films, bon bien sûr, Terminator a touché beaucoup plus les médias, beaucoup plus important dans la culture geek, ou même la pop culture généralement, que Vidéodrome. Vidéodrome tient quand même une place très importante dans la cinématographie de David Cronenberg, et c'est là où je trouve qu'avec ces budgets minimes, les réalisateurs se donnent vraiment la peine de nous réaliser des projets assez grandioses, quoi, pour les moyens qu'ils ont. C'est ça, c'est bien connu, sous la contrainte, souvent les artistes justement redoublent d'imagination. C'est ça. Pour arriver à contourner le manque de budget. Bon, après le manque, ouais, après ce qu'il aurait donné, c'est vrai que là c'est vraiment intéressant de voir ce qu'a pu aboutir, ce qu'a pu développer la production avec... Après le casting est assez riche, hein, je veux dire ce sont des acteurs qui n'acceptent pas que de petites sommes pour travailler sur un film, surtout avec un réalisateur comme David Cronenberg. Moi ça me fait penser surtout à des budgets comme ça, un peu plus grands, mais le film Moon, je sais pas si tu l'as vu celui-là. Alors non, je l'ai toujours pas vu. Ok. Ce qui est intéressant de Moon, donc réalisé par Duncan Jones en 2009, avec Sam Rockwell et Kevin Spacey, qui a une toute petite voix à l'intérieur, il fait qu'une voix off. Voilà, c'est un grand film de science-fiction avec un budget de 5 millions de dollars. Et c'est là où je trouve intéressant, ces deux films, bon, il y en a un qui a $1 million de plus, mais 2009 et puis Vidéodrome qui est de 83. Il y a énormément de différence entre les années, et pourtant ces deux films ont eu les mêmes moyens. Et c'est intéressant de voir ce qu'ils ont pu aboutir dans Moon, où c'est un film qui se passe sur la Lune, donc beaucoup de décors, j'ai envie de dire futuristes, beaucoup de mécanismes, de technologie un peu qui vient du futur. Et Vidéodrome, on est sur un côté où on utilise plutôt les moyens pour jouer sur ces effets spéciaux. Alors Basile, j'ai envie qu'on parle un petit peu du script et comment le budget a été utilisé et comment ils ont développé avant tout. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Parce que je crois qu'on va en parler pas mal. C'est un scénario assez complexe, assez bien construit. Et je trouve qu'il est assez bien construit, mais au détriment de l'évolution des personnages. Alors, comme souvent avec Cronenberg, finalement, c'est un petit peu difficile de vraiment expliquer l'histoire de bout en bout. Alors bien sûr il y a une trame générale qui est assez simple à suivre, mais comme souvent en fait on se perd à partir d'un certain moment dans le film, dans le sens où on ne sait plus très bien où l'histoire va. Alors évidemment c'est très maîtrisé, et c'est fait avec beaucoup de talent, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment on est un petit peu perdu, on commence à on perd un peu pied finalement, on ne sait plus exactement vers où l'histoire va, on ne sait plus quand finit le rêve ou le cauchemar, et quand commence la réalité. C'est ça qui sait très bien faire aussi Cronenberg. Donc finalement l'histoire, c'est surtout celle de ce personnage, donc Max, qui travaille pour une chaîne de télé,
Une chaîne de télé une chaîne de l'époque des années 80 sur les networks, le network TV. On peut dire en France, c'est un peu comme le début du câble. Bon, le système français et américain très très différent sur le côté. On peut dire que c'est un peu comme si il y avait plusieurs chaînes comme Canal+ en France. Imaginons qu'il y a toute une série de chaînes comme ça qui travaillent comme Canal+, qui font certaines émissions à certains horaires, et il y a toute une ribambelle, et bien sûr il faut s'abonner, il faut payer un abonnement, et on a un accès un peu à tout un univers médiatique. C'est ça, c'est vrai que ça c'est une grosse différence entre la France et les États-Unis, c'est que finalement en France on s'est mis beaucoup plus tard à copier finalement les États-Unis en proposant des bouquets de chaînes assez riches et qui étaient relativement accessibles aux tout venants, alors que les États-Unis s'y étaient mis bien plus tôt. Donc finalement l'époque dont parle le film, c'est une époque, je pense, où il y avait déjà beaucoup de chaînes qui étaient disponibles aux États-Unis, donc il y avait déjà toute la première vague qui était passée, quoi. Et puis c'est là où il y a eu toute cette philosophie un peu du zapping, en fait. Exactement. Il y a tellement de chaînes qu'on peut voir tellement de choses, il y a ce plaisir visuel, on se détend, on s'abrutit devant tellement de choses. Et maintenant, je trouve qu'en France, on en arrive à un point, mais on arrive à la nouvelle technologie non plus du zapping, mais du surfing. On a une ribambelle de chaînes et on arrive à avoir 50 chaînes à l'écran et on choisit on choisit celle que l'on veut voir, on peut enregistrer. On est dans une évolution de cette technologie-là. Et c'est là où ce film nous montre bien cette époque dans les années 80 où cette masse médiatique arrive et Cronenberg décide justement de traiter, de développer une histoire de surréaliste sur ce sujet. Exactement. Ouais. Et donc on sent bien qu'on est dans cette ambiance où il commence à y avoir déjà une saturation finalement de produits proposés à l'image, à la télévision, et on ne sait plus comment se démarquer par rapport aux autres. Comment réussir à ce que les spectateurs restent scotchés devant leur écran. Il faut leur proposer des choses toujours plus choquantes, toujours plus extrême. D'où le plot principal du film, Max qui découvre cette chaîne, une chaîne cachée sur les zones hertziennes, qui diffuse carrément des émissions un peu snuff. C'est ça, alors même que je crois que le terme snuff movie n'était pas vraiment encore utilisé. Et voilà, donc c'est cette fameuse chaîne qui diffuse des scènes de torture, de violence, et de l'érotisme avec de la violence, ouais. C'est ça, où des humains subiraient apparemment, en réalité, ces horribles traitements. Un univers complètement fantasmagorique. Mais qui pourtant semble être la réalité. Alors ce qui est intéressant, c'est l'évolution de Max. Une fois qu'il découvre cette chaîne, lui qui est patron de cette chaîne de network, veut la diffuser en pirate et sur sa chaîne, je veux dire, à lui. C'est là qu'il découvre en fait que cette chaîne a un pouvoir irréaliste de modifier, de jouer avec notre cerveau, de nous faire voir et ressentir des hallucinations. Exactement. Et en parallèle, voilà, et alors à côté de Max, il y a aussi un autre personnage qui joue un rôle important dans le film, même si elle n'apparaît pas tout le temps, mais on la verra réapparaître à certains moments clés. En fait, c'est la femme avec qui il a une relation amoureuse. On peut pas vraiment dire que c'est sa copine, ils ont une sorte de relation assez... Le personnage de Nikki. Exactement. Et c'est finalement elle, quelque part, qui va l'entraîner encore plus dans l'horreur de Vidéodrome, si on peut dire. On se rend compte que même ce personnage de Max, qui est assez cynique, il a l'air avant tout attiré finalement par l'appât du gain, l'audience, c'est ça qui semble quand même plutôt l'intéresser, donc c'est un personnage assez cynique, mais on a l'impression finalement qu'il a certaines retenues encore, et c'est ce personnage féminin, la tentatrice, finalement, c'est ça. C'est ça, parce qu'à chaque fois qu'elle est là, c'est Max en fait qui lui présente la chaîne, mais elle a
cette pulsation, cette excitation sexuelle avec lui, et en fait c'est lui qui est juste curieux, mais qui trouve en fait que comme elle est complètement désirable sexuellement, il continue à lui montrer cette chaîne, et la nana justement elle en veut de plus en plus, et il y a ces fameuses séquences de sexe, vraiment très bien filmées, et qui nous montrent bien non seulement la copulation des deux personnages, mais plutôt comment la chaîne les rend déconnectés de leur corps, qui deviennent un peu un avec ce qui se passe à la télé, qui sont complètement déconnectés pendant qu'ils font l'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, comme je le disais, finalement, c'est elle qui joue le rôle de la tentatrice, hein, comme d'habitude, c'est forcément Eve, qui sème la porte de la discorde. En fait, c'est elle finalement qui l'entraîne à aller plus loin dans l'extrême, alors que lui, on le voit, est un peu réticent au début. C'est comme si finalement il avait quand même encore des principes, des valeurs, alors que elle, finalement, on n'en a visiblement pas, et il finira par se faire avoir et tomber dans le piège. Absorbée par la chaîne complètement. En fait, Max l'envoie, ou je crois que c'est elle qui est curieuse de l'émission, qui part localiser l'émission où c'est tourné. Donc elle disparaît du film, et Max apprend par les suites en fait apparemment elle a réussi à trouver Vidéodrome. Et puis Max la retrouve sur l'une des chaînes, dont on est en train de subir tous ces un peu cette émission de snuff. Et finalement, c'est un des moments où le film commence à basculer dans le surréalisme, parce qu'en fait on commence à ne plus très bien savoir s'il s'agit vraiment de la réalité ou si c'est un délire de Max qui est en train un peu de perdre les pédales, voilà. Alors il y a un des effets vraiment intéressants, c'est Max qui voit ses énormes lèvres pulpeuses à l'écran, qui s'approche de la télé. Assez bien fait, la télé en fait je crois que c'est du silicone ou quelque chose, mais la télé commence à avoir comme un battement de cœur et une respiration humaine qui en émène très lent, et Max s'approche de la télé, colle sa tête dans l'écran, et on dirait que l'écran est fait de toile ou de mousse et que sa tête finit par entrer carrément dans la télé. C'est ça qui est toujours intéressant avec Cronenberg. Bon, c'est un peu sa marque de fabrique, mais il faut dire qu'il le maîtrise vraiment très bien. Les effets spéciaux sont un tout petit peu datés, mais marchent toujours très bien, quoi. Voilà, alors ce qui est intéressant avec lui, c'est toujours ce mélange entre l'organique et ce qui n'est pas censé l'être, hein. Par exemple, la vidéo, voilà, c'est le côté froid, et lui arrive à mélanger les deux. C'est très bizarre, mais en même temps c'est un gros pouvoir de suggestion là-dedans. Je pense à Existence aussi, hein, qui prenait le thème des jeux vidéo, et plus particulièrement le mélange des choses électroniques non vivantes avec la chair et la chaleur du corps. Exactement, voilà, et ça il le fait très très bien. Alors il y a un artiste très connu pour ça, qui a créé carrément un nom et un genre pour ce type d'art, ça s'appelle le biomécanisme, et c'est vraiment H.R. Giger qui se spécialise dans ses toiles ou ses illustrations, pour démontrer justement le corps humain qui fusionne ou qui fait partie entité avec le métal. Giger, faut-il le rappeler, celui qui a conçu la fameuse créature d'Alien. Voilà, c'est ça, c'est vraiment celui qui a travaillé avec Ridley Scott, avec toute l'équipe aussi en post-prod, qui a permis de développer cette fameuse créature, maintenant très reconnue au cinéma. Petite parenthèse, il a aussi travaillé sur Species, le fameux film de science-fiction des années 90, où c'est une nana qui est un cobaye d'un laboratoire qui a comme des tentacules qui poussent de son dos, enfin un design assez horrible aussi, très efficace sur l'humain alien. Et aussi c'est lui qui avait fait le concept art pour Dune de David Lynch, mais dernier moment ça n'a pas été utilisé, ils sont partis plutôt sur des dessins et des illustrations de Moebius. À ceux qui sont intéressés, on trouve vraiment je sais pas si tu les as vus, Basile, ces concept art de Dune. Je l'ai jamais vu. C'est concept art fait par Giger, donc. Ouais, vraiment intéressant. On sent toujours ce côté biomécanisme dans ces illustrations, vraiment. Enfin bon, donc ouais, Vidéodrome. Une autre séquence intéressante avec les effets spéciaux, c'est donc Max. Aussi, on parle de celle-ci autant que je parle un peu du sujet. Qu'est-ce qui se passe, c'est que Max commence à sentir comme un message codé à travers cette chaîne, comme quoi c'est quelqu'un qui doit anéantir, détruire les masses médiatiques. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, pendant une bonne partie du film, avant que Max
ne soit attiré par le Vidéodrome, finalement il participe, c'est un acteur finalement de cette on va dire cette télé-poubelle, hein, parce que c'est le terme qu'on utilisait à l'époque. Et finalement, à partir d'un certain temps, et notamment avec l'apparition du personnage énigmatique du professeur, le professeur Oblivion, on va revenir dessus plus tard, à partir de là, il change complètement de rôle, et au contraire, il va devenir comme une sorte d'activiste qui se retourne contre le système pour lequel il travaillait auparavant. Et il a même cette impression d'être le messie, l'élu du Vidéodrome, celui qui doit faire découvrir à la civilisation que c'est bien de la télé-poubelle. Voilà, donc on comprend que un des thèmes les plus forts du film, c'est finalement le pouvoir des images. Ça, c'est très important. Et moi, le film, je l'ai vu pour la première fois cette année en 2013. Il date de 1983, ça fait 30 ans déjà. Et j'ai été vraiment étonné de voir à quel point ce film, finalement, était encore vraiment d'actualité. Il y a une modernité tout à fait étonnante dans Vidéodrome. Alors qu'à l'époque, il n'était encore vraiment pas question d'internet ni de YouTube et tous ces médias qui pour nous maintenant vont de soi. Et pourtant à l'époque, Cronenberg avait déjà réussi à entrevoir justement ce cauchemar de l'image choc qui serait à la disposition de tout le monde et finalement dont on serait abreuvé jusqu'à l'écœurement. Parce que là, c'est vraiment de ça dont il s'agit. On est entouré d'images choquantes, que ce soit dans la violence, dans le sexe, dans tous les extrêmes. Et on en oublie finalement de se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'être humain d'être tellement empreint de ces images-là? Parce que d'un côté, il y a la réalité dans laquelle on existe, et de l'autre côté, il y a ces images dont on est abreuvé. C'est les médias qui nous désensibilisent complètement de dessous des choses horribles, des choses très très violentes, vulgaires. On en vient à un point où ça devient un passe-temps de regarder ces choses-là, même un intérêt. On en fait même pas un culte, mais plutôt une passion quoi, de la découverte de ces choses-là. Exactement, une passion très malsaine, et en même temps, il y a finalement ce qui s'opère, c'est une distorsion de la réalité. Je pense que c'est ça qu'on peut dire, c'est qu'en fait on perd les repères, les repères moraux. C'est très bien montré justement dans le film, au fur et à mesure qu'on commence à ne plus savoir où va l'histoire, on ne sait plus, comme je le disais avant, où est le rêve, où est la réalité. Je pense que ça c'est très bien vu. Ça devient le cas du personnage de Max, qui a donc sur ces visions-là, qui reçoit par la chaîne hertzienne Vidéodrome, la chaîne pirate, qui commence alors on se demande dans le film, bien sûr, est-ce que c'est une hallucination, est-ce que c'est réel? Parce qu'on va revenir maintenant sur le professeur, enfin le personnage du professeur que tu parlais plus tôt, Basile, le professeur Oblivion. Max découvre ce professeur, et ce professeur-là lui explique, un scientifique PhD reconnu, qui a réussi à développer une onde hertzienne qui peut modifier et donner des visions au cerveau. Et le souci qu'on a, c'est qu'on nous explique ceci, Max en même temps nous fait comprendre une modification à ce que dit le personnage d'Oblivion. Ce ne sont peut-être pas des hallucinations, c'est peut-être ces ondes qui modifient notre corps humain. Et on a de super séquences, de super effets spéciaux où Max modifie son corps. Il y a une fameuse scène où il se procure un pistolet. Pour se le cacher, il se le met carrément dans son corps, dans son ventre. Son ventre s'ouvre plutôt comme un orifice, et puis il insère et il cache dedans à l'intérieur ce pistolet. À propos d'orifice, justement, je pense que le mot était très bien choisi. On voit justement qu'il y a une certaine obsession dans le film pour l'orifice, et c'est très évocateur, évidemment. Alors les lèvres, le vagin, le ventre qui s'ouvre. Cronenberg qui fait un beau taf, je pense, un beau travail d'écriture sur Max, qui désire la chair de très belles femmes, et comme ce sont ses hallucinations à lui, sont écrites et travaillées par rapport à ce personnage-là qui aime beaucoup la femme, donc toutes ces choses souvent qui vont être désignées comme des ouvertures vont forcément ressembler à comme tu disais, à un vagin ou à une bouche pulpeuse, quelque chose de très très sex-appeal féminin. Et finalement, c'est lui qui se retrouve pénétré au final, parce qu'il y a plusieurs reprises dans le film, on le voit rentrer finalement une sorte d'objet qui ressemble à une cassette vidéo, et qui devient une sorte de parallélépipède qui dégouline presque comme une part de pizza
et il le rentre dans son ventre. C'est très étrange, hein, ces moments-là, mais en même temps, il y a un gros pouvoir des images justement qui parfois voilà, c'est ça qui est drôle aussi avec Cronenberg, c'est qu'il fait toujours des métaphores qui sont très premier degré, mais elles marchent très très bien en fait. Un autre exemple par rapport, c'est ce pistolet qui fusionne avec sa main, et on voit toute sa main qui devient un système de mécanisme, donc il ne fait plus qu'un avec ce pistolet. Après, donc, plus intéressant là-dessus, c'est le pistolet, l'objet de la destruction. Max qui est comme le messie de Vidéodrome, qui doit justement détruire ces masses médiatiques. Il devient vraiment l'outil de cette chaîne, l'outil de la destruction. C'est ça, exactement, l'outil des destructeurs. Why would anybody watch a scum show like Videodrome? Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons? Max Wren is a victim. I woke up with a headache. He has been exposed to Videodrome. I've been hallucinating for a while, ever since... What? Since I first saw Videodrome. His brain is already receiving video images. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality. Soon, his visions will coalesce and become uncontrollable flesh. Videodrome is seducing Max Wren. Please, come to me now. Come to Nikki. And Max Wren can do nothing to stop it. What makes you think I need help? None of our test subjects has returned to normality. Television can change your mind. Videodrome will change your body. Long live the new flesh. It will shatter your reality. Videodrome, starring Deborah Harry and James Woods. A shocking new vision from the creator of Scanners. Coming soon to a theater near you from Universal Pictures. Et alors, je fais un petit aparté justement sur l'énigmatique professeur Oblivion. Je dis énigmatique parce que finalement, il y a un moment dans le film, on ne sait pas très bien si c'est un personnage qui existe vraiment. Voilà, ouais. En pleine dans la folie de Max, quoi. On n'arrive plus à savoir ce qui est réel ou irréel, ce que nous montre Cronenberg. Quel est le produit de son imagination, à quel point le visionnage intempestif de cette chaîne a pu griller ses neurones. On commence à ne plus vraiment le savoir. On se pose même des questions sur Nikki. Oui, c'est ça. Surtout dans ces séquences très étrange où on la voit apparaître justement dans l'écran de télévision. Qui communique avec lui, ouais. Exactement, et il y a des allers-retours comme ça entre des décors qui... c'est vraiment de plus en plus comme dans un rêve en fait, hein, un rêve qui n'a pas tellement de sens, où à chaque changement de plan, finalement, le décor change. On est vraiment de plus en plus perdu. Et les explications, c'est ça qui est amusant aussi, c'est que les explications du scénario sont de plus en plus confuses. Et c'est évidemment intentionnel, parce que là, vu qu'on est vraiment dans le domaine de l'image pure, quoi. Là, il s'agit plus d'une histoire linéaire. On part vraiment dans une sorte de délire. Et Cronenberg s'amuse à justifier ce délire finalement. Avec des explications un peu alambiquées, mais finalement c'est que peut-on expliquer là? On ne peut plus rien expliquer à ce stade-là. Et ça en vient à un point où le climax, la séquence de fin, on est sur le cul, quoi. On se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Alors pour l'expliquer, c'est Max qui prend les choses en main, qui écoute Vidéodrome, qui se rend sur un plateau d'un jeu télévisé du network pendant que l'émission est diffusée en live, monte sur le plateau, sort ce pistolet qui est fusionné avec son corps et dit cette fameuse phrase qui est Death to Videodrome, long live the new flesh.
Donc à mort Vidéodrome et longue vie à la nouvelle chair. Et donc le présentateur télé se fait tirer dessus par Max, tombe au sol, justement au lieu de finir juste sous une mare de sang, son corps commence à s'arracher, grossir, vraiment avec des effets spéciaux vraiment très bien faits, mais vraiment très dégueulasses. Il y a comme des bulles, comme si sa chair chauffait, comme si on avait mis quelque chose de mou au micro-ondes. Les organes commencent à chauffer, à exploser. Enfin, il y a tout cet effet visuel qui, nous, on se remet en question avec le personnage de Max. Est-ce que donc c'est réaliste? Parce que là, on nous montre quelque chose que Max ne voit pas. Max a finalement tiré sur le personnage, mais Max après s'enfuit de la salle, du plateau. Et donc on voit cet homme où il y a bien des inserts et carrément plusieurs plans, plusieurs angles sur ce corps qui se déconstruit. Et c'est là où nous, spectateurs, on a encore plus un doute. On se dit, mais est-ce que c'est une hallucination de Max? Mais vu ce qu'on nous montre là, ce n'est pas le cas. C'est bien réel tout ce qu'on voit. Et c'est là que le doute persiste. Un climax qui s'aboutit très très bien, quoi. Vraiment un film qui finit parfaitement sur ce qu'il décrit, sur ce qu'il explique, qui nous laisse dans le doute, qui nous laisse à nous poser des questions sur tout ce qu'on vient de visionner et vient de voir se développer à l'écran. C'est ça, et justement, je pense que c'est très bien que David Cronenberg ait vraiment insisté sur ces scènes choc très visuelles, parce que d'une part ça paraît évident qu'un film qui a pour thème le pouvoir des images, il devait forcément avoir des images très fortes, très crues, ouais. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire justement pour susciter la réflexion derrière. Et finalement il nous assène pas tellement de discours alambiqués. Il me semble qu'il y a juste au début une petite phrase au début du film, je crois, je me rappelle plus de qui c'est, mais sinon ça passe avant tout par les images finalement et pas tellement par le texte. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment très fort, parce qu'après le film, j'avoue que ça m'a fait penser à pas mal de choses justement, et c'est très réussi de ce point de vue-là. Franchement, David Cronenberg qui nous livre un film sur la substance de l'horreur, du bizarre, où on voit vraiment que le message de Vidéodrome, c'est cette immersion totale dans les masses médiatiques qui nous déshumanisent, des choses qui nous excitent, qui nous met dans un état d'hyperviolence, de désir sexuel déviant. Le sujet du Vidéodrome, de créer cette nouvelle chair. Donc en termes du film, c'est la fusion de la conscience humaine avec celle des masses médiatiques. Donc un sens où même l'humain devient un peu le post-humain. Et Cronenberg semble dire justement que l'humanité, comme tu disais Basile, lui-même devient perdu comme des erreurs, comme des dérapages en fait qui se commettent dans nos choix créatifs, artistiques, et que la société justement va de plus en plus loin dans cette nouvelle culture des médias et n'a plus de contrôle, n'a plus de limites. Et c'est quelque chose donc qui alimente nos désirs qui sont vraiment inconscients, fantasmagoriques, qui font surface sur cette dépendance vers le divertissement médiatique. Et vraiment, en effet, c'est vraiment notre humanité et notre individualisme qui sont perdus. C'est ça, et je dirais que c'est finalement, pour peut-être le résumer en juste quelques mots, c'est la décadence d'un peuple saoulé d'images. Alors oui, pour résumer donc... Vidéodrome, vous allez dire, c'est un film où certains effets spéciaux semblent un peu datés, mais sont toujours aussi beaux et très intéressants à voir. Là, point de vue technique du film, c'est un talent comme on peut voir dans les effets spéciaux de The Thing de John Carpenter. Il y a vraiment un travail chef-d'œuvre de la créativité du 7e art qui est mis dedans. Vidéodrome, ça reste toujours un voyage bizarre dans le 7e art. Ce sont des personnages qui sont vraiment pas écrits et développés en profondeur. Ce sont avant tout des acteurs qui nous gardent distraits dans l'histoire. Et malgré que le scénario hésite à certains moments à poser pied ferme et nous dire non, voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe. Et là on voit bien que James Wood nous fait une prestation excellente. Enfin, voilà, c'est vraiment, chaque acteur apporte parfaitement ce qu'il faut pour la continuité du script, du scénario. Je dirais dans l'ensemble aussi que la cinématographie, c'est pas l'une des plus grandes de Cronenberg, ce qui est question d'éclairage, de lumière plateau. Il y a des endroits où l'éclairage est plutôt mal géré, des plans de caméra qui ne sont pas ultra dynamiques, mais en même temps, le fait que je le revois encore une fois, je commence à comprendre un peu comment les caméras sont placées, de telle façon à bien nous garder dans l'immersion de l'univers. Vraiment de nous faire sentir comme si on observait la vie de Max, comme si c'était une personne réelle, à qui on peut espionner et pied sur sa vie. Si vous observez ce film purement pour l'horreur
ou pour sa philosophie. Il a vraiment des idées intéressantes pour vous garder distrait et surtout bien cogiter après l'avoir vu. Donc Basile, moi je trouve que c'est vraiment un film qui tient le test du temps. Toujours intéressant à voir, et comme tu le disais, surtout vraiment intéressant à voir de notre époque où les masses médiatiques sont partout, sur nos téléphones, dans la rue. Les publicités sont de plus en plus remplacées par ces écrans visuels qui nous montrent beaucoup plus d'images qu'une simple affiche. Ça fait réfléchir, quoi. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Cronenberg, l'oracle un peu qui voyait comment on se dirigeait sur la technologie. Exactement, visionnaire, c'est ça. Il avait déjà eu cette réflexion avant même finalement qu'on soit arrivé dans ce monde qui décrit à l'avance. Alors évidemment maintenant c'est plus il s'agit plus de vidéos, de télévision, là on parle d'internet, de chaînes YouTube et des choses comme ça, mais voilà, enfin comme beaucoup de films de science-fiction finalement qui avaient très bien anticipé certaines dérives, même si ça ne prend pas exactement la forme qui était anticipée. Dans le fond, on retrouve bien ce que voulait annoncer l'auteur. Tout à fait. Bah écoutez, sur ce, cher public, on va vous laisser pour ce soir, en espérant que cela vous donne envie, pour ceux qui n'ont jamais vu Vidéodrome, de le découvrir, et ceux qui le connaissent très bien, l'envie de le redécouvrir. On vous souhaite très bonne soirée. Bonne soirée à tous, et puis j'espère bon visionnage. Et longue vie à la nouvelle chair. Et longue vie à la nouvelle chair.